Merci à Jean-Pierre de m'avoir proposé ce titre diabolique qui m'a obligé à aller me frotter à des champs qui ne sont pas ma spécialité. Donc je serai beaucoup plus fragile dans mon exposé que les collègues qui m'ont précédé, qui nous ont proposé des exposés très professionnels et de grande qualité que j'ai beaucoup appréciés. Alors c'est vrai que le motif de consultation de l'agressivité n'est pas rare en pédopsychiatrie. On les regroupe sous les titres de troubles externalisés, le trouble des conduites, le trouble oppositionnel avec provocation, le trouble des conduites qui a suscité un grand débat il y a quelques années au sein de notre communauté, et puis même le trouble hyperactivité avec déficit de l'attention qui, par le biais de l'impulsivité, peut conduire à des comportements agressifs. Donc effectivement, cette thématique nous interpelle. Alors moi, la première chose qui m'a frappé, je suis allé voir la définition du mot agressivité, et eh bien, c'est pas si facile que ça. Derrière agressivité, on embraye souvent par violence, et vous devez savoir que la violence a du mal à être définie. En épidémiologie, la violence, le comportement violent, c'est le comportement où il y a une agression physique, un coup qui est donné, ou alors quelque chose qui est obtenu par une contrainte. Et donc ça exclut la violence verbale, qui est une violence que nous expérimentons tous régulièrement. Et donc il y a les ligues de lutte contre la violence ont une autre définition de la violence, qui est le refus de reconnaître la dignité d'un être humain. Mais alors à ce moment-là, qui embrasse quelque chose de tout à fait considérable, et quand on sait en plus que la définition du mot dignité pose de grands problèmes à lui aussi, au bout du compte, la notion d'agressivité et de violence n'est pas claire, et j'y reviendrai tout à fait à la fin. Je pense que c'est le symptôme de quelque chose. Alors, l'expérience clinique montre que quand on a un patient agressif ou violent en face de soi, en fait, derrière ce phénotype recouvre un grand nombre de situations extrêmement hétérogènes où l'on voit que par moments, un background biologique a sûrement dû jouer quelque chose. Par contre, parfois, ça sera un trauma, et parfois, c'est la société qui a du mal à tolérer le fait que les enfants soient agressifs. Et on va retrouver ça dans les études qui portent sur les comportements agressifs et violents. En fait, les champs théoriques sont extrêmement divers. Il y en a de biologiques, psychologiques et sociologiques. On a vu tout à l'heure avec les singes, déjà, il y a de l'éthologie de la violence avec ce qu'on appelait autrefois l'instinct de survie, l'instinct de reproduction, l'instinct de protection. Le mot instinct, là aussi, est aujourd'hui plus tellement utilisé, mais c'est vrai qu'il y a des comportements agressifs en réaction avec un danger autour de la survie, un comportement agressif autour de la maîtrise de la fonction de reproduction et de la protection des petits. Alors la psychologie humaine, on ne peut pas parler d'agression sans parler de pulsion de mort telle qu'elle a été décrite par les psychanalystes. Alors, la pulsion de mort ne fait pas consensus chez les psychanalystes. Je me suis servi du vocabulaire de la psychanalyse qui rappelle une phrase de Freud qui définit la pulsion de mort comme une tendance fondamentale de tout être vivant à retourner à l'état anorganique. Alors, ça peut paraître surprenant parce qu'il n'y a pas d'agressivité là-dedans, hein, mais c'est en réalité extrêmement subtil. Ça a à voir avec une conception un peu thermodynamique de la vie. La vie est dans la création, dans la fabrication, dans l'énergie, dans l'entropie. Et c'est terriblement épuisant. Et par moments, l'être humain aurait envie d'appuyer sur un bouton stop, où tout s'arrête, où il y a le zéro entropie, le zéro énergie. C'est quelque chose que l'on sait exister chez les personnes qui ont des comportements suicidaires. Un comportement suicidaire peut venir d'une demande d'arrêter cette pression qui submerge. Et donc, pour Freud, le noyau, il existerait chez tous les êtres humains, bien sûr, une pulsion de vie qui pousse l'être humain à se reproduire, à fabriquer, etc. Et puis, en équilibre, une pulsion pour arrêter ça. Donc, la pulsion de mort serait avant tout autodestructrice, mais par protection de l'espèce humaine,
plutôt que de s'autodétruire, on va diriger cette pulsion de mort vers l'extérieur avec des pulsions de destruction, des pulsions d'emprise et de la propension à la puissance. Et en termes cliniques, on a le sadisme et puis le reliquat de pulsions de mort tournées vers soi-même qu'il appelle le masochisme. Alors c'est vrai que c'est critiqué, notamment le collègue Philippe Jamet, un pédopsychiatre, psychanalyste français, considère que la pulsion de mort n'existe pas. Et lui, il a un point de vue intéressant sur les comportements agressifs des adolescents. Il dit que quand les adolescents brûlent les voitures, agressent, etc., en fait, c'est pour reprendre contrôle d'une situation. C'est que quand vous sentez que votre vie ne vous appartient plus, que ce sont les autres qui décident de son déroulement, alors, en agressant, en cassant, finalement, de nouveau, c'est vous qui décidez. Vous devenez l'acteur de votre vie. C'est aussi quelque chose qui est pertinent en termes cliniques. Donc, la perspective psychologique, psychanalytique, après la biologie, naturellement, s'est intéressée au comportement agressif. Alors, j'ai trouvé une revue de la littérature qui date d'une dizaine d'années, donc elle est un peu ancienne, mais elle est particulièrement synthétique et intéressante. Donc vous savez, aujourd'hui, dans le monde des neurosciences, on aime bien les interactions entre les gènes et l'environnement. Alors, d'un côté, on aurait le trauma, donc l'environnement, un événement traumatique qui augmenterait le niveau de réponse au danger, qui générerait des troubles anxio-dépressifs, qui serait à l'origine d'une augmentation de niveau d'impulsivité. Donc ça, c'est l'environnement, le trauma. De notre côté, les gènes, qui auraient une action sur une zone du cerveau qu'on appelle l'amygdale, et qui auraient comme conséquence des individus avec une dysrégulation émotionnelle, que l'on a retrouvé dans la présentation précédente, et puis avec des gens qui n'ont pas peur, n'ont plus de conditionnement aversif par rapport à faire mal à autrui, qui n'arrivent pas à reconnaître la souffrance d'autrui. Donc on a deux pôles, un pôle un peu chaud, avec une agressivité réactive, c'est l'agressivité qui serait en lien avec un traumatisme, avec une augmentation de la réponse au danger, et puis une agressivité instrumentale qui serait froide, liée à cette action de modification génétique de la constitution de l'amygdale. Alors, ce modèle-là ne prend pas en compte deux grands éléments. Un, l'impulsivité dont je parlais tout à l'heure, et qui est quelque chose d'évident, c'est que nous avons tous une tendance à avoir des comportements agressifs, mais la plupart d'entre nous anticipons les résultats de notre comportement et nous nous réfrénons dans la mise en œuvre de ce comportement. Si vous êtes impulsif, vous ne pouvez pas répresser ce phénomène, et donc il y a une libération du comportement agressif. Premier point. Deuxième point, la testostérone, ça a été dit dans l'exposé précédent sur les animaux. Alors, chez l'être humain, l'effet de la testostérone sur l'agressivité est discuté. J'en ai parlé longuement avec mon collègue Richard Tremblay, qui est un psychologue canadien qui est spécialisé dans la psychologie développementale des conduites agressives, qui a écrit un très bon livre sur le sujet, Prévenir la violence dès la petite enfance. Alors, à l'évidence, il y a épidémiologiquement un sexe ratio très important sur les conduites agressives et sur la violence. Il suffit d'aller voir dans les prisons, le sexe ratio est d'à peu près 1%. Et une grande différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est la différence de concentration de testostérone dans le sang. Et on sait que chez le fœtus, il y a une libération au dernier trimestre de grossesse d'une grande quantité de testostérone qui a un impact sur le cerveau. Et donc pendant longtemps on a pensé que les conduites agressives des garçons étaient liées à l'hypertestostéronémie, et en fait donc c'est pas si clair que ça, d'une part parce que la sensibilité des récepteurs à la testostérone peut être très différente d'un sujet à l'autre, et peut être très différente entre les hommes et les femmes. Les femmes peuvent avoir une sensibilité à la testostérone très élevée, et donc finalement l'effet d'une très faible testostéronémie peut être compliqué de ce fait-là. Et l'autre point, c'est qu'on observe des réactions paradoxales chez des hommes qui ont une hypotestostéronémie. Du fait de se sentir dans des positions
où ils ont tendance à être dominés, à se mettre dans des comportements où ils sont dominés, ils vont surréagir et avoir des comportements agressifs. Donc ça, c'était la partie biologique. J'en arrive à la partie sociologique. Alors, épidémiologique, Richard Tremblay a fait des études, a été le premier à faire des études longitudinales avec un suivi de 20 à 30 ans, de l'enfance à l'adolescence et au début de l'âge adulte, sur l'évolution et la genèse des comportements agressifs chez l'être humain. Alors, c'est là aussi que les collègues sont souvent un peu critiques avec ces travaux, c'est qu'en termes de comportement agressif, lui, il s'est intéressé au comptage, à partir de questionnaires et de vidéos, au comptage de gestes hétéro-agressifs qui correspondent à des coups. Et c'est lui qui a montré que l'être humain est le plus agressif dans son existence à l'âge de 3 ans. Donc avant, l'être humain n'a pas les capacités motrices de mise en œuvre de ces comportements agressifs. Ça augmente donc jusqu'à l'âge de 3 ans, et puis à partir de l'âge de 3 ans, alors chez les filles, il y a une diminution assez rapide des comportements agressifs. Chez les garçons qui sont substitués par de l'agressivité indirecte, le débinage. Et chez le garçon, la diminution est beaucoup plus lente chez 90% des garçons, jusqu'à l'adolescence, et chez 10% des garçons, il persiste un comportement agressif, stable. Et ce sont ces garçons qui sont à risque de comportements délictueux, d'incarcération, etc. Et Richard Tremblay a montré qu'en ayant des interventions précoces sur ces enfants à risque, on peut diminuer le risque d'incarcération 20 ans après, dans une étude randomisée. Donc ça, c'est la perspective épidémiologique. Il y a une perspective sociologique qui, elle aussi, est discutée, mais que j'aime beaucoup, c'est celle de Norbert Elias, qui dit qu'à partir du Moyen-Âge, la société n'a plus toléré la violence, les comportements sexuels trop socialisés, trop extériorisés, et les fonctions corporelles, et que tout ça a généré un sentiment de honte et de culpabilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet violent est un sujet, ça a été montré dans la présentation précédente, qui doit être mis au rebut de la société. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et il montre comment aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, et là aussi ça a à voir avec les conférences que nous avons eues avant la pause, dans nos sociétés occidentales, il y a eu une sanctuarisation des comportements violents et agressifs auprès de communautés très clairement individualisées, qui sont la police et l'armée. Donc la police et l'armée ont socialement le droit d'utiliser une violence physique. Et tous les autres n'ont pas le droit. Alors, pendant longtemps, à l'exception des parents, des enseignants, des éducateurs, et puis vous avez remarqué que progressivement, donc aujourd'hui les enseignants n'ont plus droit à exercer de contraintes physiques sur les enfants, et qu'il est discuté, la violence physique sur les enfants de la part des parents est en ce moment un sujet de société. Et les pays scandinaves l'ont interdit, et chez nous il en est question, et je conclurai là-dessus tout à l'heure. Alors il y a eu, et ça a été dit aussi ce matin, d'une part une sanctuarisation de la violence auprès de communautés très clairement identifiées, et sinon une ritualisation, une symbolisation des comportements violents au travers des activités sportives, et certains le disent au travers du capitalisme. Le capitalisme serait une organisation de la société qui viserait à canaliser les comportements agressifs. Alors j'en arrive à la conclusion. Vous voyez que les comportements agressifs obéissent à un déterminisme extraordinairement complexe, et que je pense qu'on pourrait même parler, nous avons, et c'est l'objet de ces conférences aujourd'hui, nous aurions une certaine tendance à considérer l'agressivité et la violence comme un phénomène parasite qui envahit l'être humain, alors qu'en réalité, très vraisemblablement, l'agressivité est un constituant du fonctionnement psychique de l'être humain et de ses comportements. Pour reprendre cette vision un peu thermodynamique qui est aujourd'hui à la mode avec le réchauffement climatique, vous savez qu'on a montré que l'être humain est l'organisme qui consomme le plus d'énergie en rapport à sa masse sur tout ce qui existe dans l'univers. Le Soleil, par unité de masse, consomme moins d'énergie qu'un être humain.
Donc la vie, et en particulier la vie de l'être humain, consomme une quantité d'énergie considérable, et pour lutter contre cette consommation d'énergie, il y a une nécessité de détruire par moment cette vie, et ça correspond à ce que nous dénommons, ce que nous appelons des comportements d'agression et de violence. Donc l'agressivité et la violence est un constituant de l'espèce humaine. Et ce qui fait l'objet de notre débat aujourd'hui, c'est qu'il y a un déni social autour de ça. Nous ne voulons pas accepter que nous sommes agressifs et que nous sommes violents. Alors le problème de l'agressivité et de la violence, c'est le trauma. C'est que la violence générée par l'agressivité fait du mal à l'être humain. Et ça, les pédopsychiatres le savent. Hein. Le facteur de risque numéro 1 des troubles mentaux des enfants et des adolescents, c'est d'avoir été victime d'un trauma. Et comme la société humaine est une société, contrairement à ce qu'on dit, une société de coopération et d'entraide, en particulier nous protégeons les plus faibles. Ça a été étudié en psychologie sociale, hein. Dans un match de tennis, spontanément, quand un des joueurs perd, la majorité des spectateurs vont défendre celui qui perd. Et de la même façon, si au deuxième tour d'une élection présidentielle, on a toujours autour de 50% des votes, c'est que dès qu'un sondage a tendance à donner l'un qui va perdre, alors les voix ont tendance à se décaler vers celui qui perd. Donc nous avons tendance à protéger les plus faibles, nous avons tendance à protéger ceux qui sont les moins agressifs et les plus sujets à l'agressivité, et donc nous luttons contre l'agressivité. Et nous disons que c'est bien, socialement. Alors, au total, en clinique, c'est par ça qu'il faut commencer, c'est que souvent on nous apporte un patient en disant il est agressif et c'est mal. Et le premier travail que nous avons à faire, c'est de dire il est agressif et il est agressif. C'est un être humain qui... Nous sommes tous agressifs et il se trouve qu'il est plus que nous et il va falloir travailler pour qu'il puisse être accepté par la collectivité, pour qu'il puisse gérer son agressivité. Alors quels sont nos outils ? Ces outils, traditionnellement, et c'est vrai que c'est efficace, c'est la ritualisation, la symbolisation de l'agressivité. L'agressivité verbale, l'agressivité symbolisée, ludique est moins traumatisante que l'agressivité physique. Néanmoins, il y a des études qui montrent aujourd'hui que l'agressivité verbale a un impact sur le développement des enfants. Hein. On a montré dans des sociétés aux États-Unis qu'après avoir interdit la violence physique, des parents qui sont en difficulté ont des comportements d'agressivité verbale extrêmement délétères où ils se lâchent parce qu'il n'y a aucun interdit sur le langage et ça peut détruire un enfant de la même façon. Voilà, je vous remercie pour votre attention.